Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. La situation toujours explosive en Ukraine. L'armée ukrainienne continue de progresser dans le sud du pays, notamment dans la région de Kherson, où l'on note un important recul des troupes russes. Le président Zelensky appelle les militaires russes à se débarrasser de Poutine. De son côté, l'ambassadeur russe en France, Alexei Meshkov, assure qu'il n'y a aucune raison pour l'instant que la Russie fasse usage d'armes nucléaires tactiques. Une annonce qui ne calme pas les inquiétudes face à l'arme atomique. On parlera aussi de la sécurité à Nantes. Le ministre de l'Intérieur reçoit la maire Johanna Rolland pour lui confirmer l'envoi de 200 CRS en plus afin de ramener l'ordre dans le centre-ville. Gérald Darmanin qui invite d'ores et déjà la maire à renforcer son dispositif de caméras de surveillance. On verra aussi que les forces de l'ordre ont été prises pour cible à Nice, comme désormais chaque jour dans notre pays. On va débattre de tous ces sujets dans un instant, juste après le rappel des titres de l'actualité de 18h. Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari. Et il est pile 18h. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Ambiance électrique à l'Assemblée nationale en plein débat sur la question des violences conjugales, des violences faites aux femmes. Aurore Berger a provoqué un tollé en évoquant l'affaire Adrien Quatennens, soupçonné de violence sur son ex-compagne. On écoute la chef de file des députés Renaissance. Alors oui, nous devons faire mieux. Et ça commence par nos attitudes. Ça commence par les mots que nous employons. Ça commence par le fait de respecter les victimes. Ça commence par le fait d'être clair avec notre état de droit. Madame la... Voilà pour ces mouvements un peu mouvementés, ces moments mouvementés à l'Assemblée nationale. Éric Dupond-Moretti, lui, n'envisage pas de démissionner. Hier, la Cour de justice de la République a décidé de le renvoyer en procès pour prise illégale d'intérêt. Le ministre de la Justice est accusé d'avoir profité de sa fonction pour régler des comptes avec des magistrats à qui il était opposé lorsqu'il était avocat. On l'écoute. Soyez patients. Un pourvoi en cassation a été formé. Je ferai valoir un certain nombre d'éléments de droit. Et s'il fallait que je sois jugé, je dirai alors ce que j'ai à dire. Je suis un justiciable comme un autre. J'ai un certain nombre de droits et vous pourrez alors compter sur moi pour me défendre et pour que j'assure complètement les droits et la défense qui sont les miens. Monsieur le ministre, est-ce que vous allez démissionner ? Ça n'est pas à l'ordre du jour. Voilà, pas de démission d'Éric Dupond-Moretti. Et puis en pleine tempête médiatique sur l'insécurité, la maire de Nantes est reçue par le ministre de l'Intérieur, place Beauvau. Depuis la rentrée, Nantes connaît un enchaînement de faits divers sordides, viol d'une femme, nouveau tir dans le quartier des Dervalières la semaine dernière. L'objectif pour Johanna Rolland est d'enrayer la spirale infernale de l'insécurité en donnant à Nantes plus de moyens de police et de justice. On y revient dans un instant dans nos débats. De nombreuses villes françaises vont boycotter la Coupe du Monde au Qatar. Coupe du Monde de foot, bien sûr. C'est notamment le cas de Paris, Marseille, Bordeaux ou encore de Strasbourg. Dans ces villes, pas de fan zone ni d'écran géant pour des raisons humanitaires et environnementales. Écoutez Pierre Urmic, le maire de Bordeaux. Moi, maire, j'ai pris cette décision-là parce que je suis concerné par cette décision. Et chaque fois que je serai confronté à ce type de décision, ma ligne de conduite sera la même. Après, en même temps, moi, je ne suis pas le directeur de conscience des habitants de la ville de Bordeaux, ni des professionnels. Chacun réagit comme il entend. Mais je pense que c'est bien que les maires, quand ils sont concernés, prennent les décisions qui leur semblent s'imposer. Voilà, moi, ce que j'ai fait, mais j'irai pas au-delà. Les gens qui ont envie aussi de regarder la Coupe du Monde chez eux, moi je le ferai pas, mais ceux qui le font chez eux, écoutez, c'est leur liberté. Voilà, et c'est une information qui ne va pas réconcilier le sport et la lutte contre le réchauffement climatique. Les Jeux asiatiques d'hiver 2029 auront lieu dans le désert d'Arabie Saoudite. Près d'une 50aine d'épreuves sur neige ou glace qui vont se dérouler à Neom, une mégapole futuriste en construction tout près de la mer Rouge. Voilà pour les grands titres de l'actualité. On va les évoquer avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Paul Melun qui est essayiste. Bonsoir. Le commissaire Mathieu Vallet, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. Bonsoir à vous. On va parler de sécurité avec maître Gilles-William Goldnadel, aussi avocat de son État, et Eric Revel, journaliste. On commence, si vous le voulez bien, par la situation en Ukraine. Toujours beaucoup d'inquiétudes sur ce qui se passe. Il y a beaucoup de mouvements de troupes en ce moment. Les forces ukrainiennes sont en train de reprendre du terrain dans la région de Kherson. On fait un point sur la contre-offensive ukrainienne dans le pays avec Maxime Lavandier.
Sur cette vidéo amateur, des soldats qui brandissent fièrement le drapeau ukrainien et qui appellent à brûler et à s'essuyer les pieds sur le drapeau russe dans la région de Kherson, au sud de l'Ukraine. C'est un vrai chiffon ce drapeau, on devrait nettoyer nos bottes avec. Si l'armée ukrainienne poursuit sa marche vers l'Est, de son côté, le président ukrainien se félicite de la libération de plusieurs villes. L'offensive de nos combattants se poursuit. De nouvelles localités ont été libérées dans plusieurs régions. Des combats acharnés se déroulent sur le front. L'issue est évidente. De plus en plus d'occupants tentent de fuir. L'armée ennemie subit de plus en plus de pertes. Il y a une prise de conscience. La Russie a commis une erreur en s'engageant dans cette guerre. Sur place, les forces russes admettent des percées ukrainiennes, notamment à Liman, dans la région de Donetsk, à l'est. De son côté, le ministre russe de la Défense s'est félicité de la mobilisation de la population. Depuis le 21 septembre, une mobilisation partielle est menée dans le pays. À ce jour, plus de 200 000 personnes ont rejoint l'armée. De leur côté, les Occidentaux promettent de continuer de soutenir Kiev en envoyant armes et munitions pour affaiblir les forces russes. Voilà pour le point de la situation avec Inès Alicane. Louis de Ragnel, on est toujours dans une période de fort combat. L'hiver arrive dans un mois. Il faut que les positions soient prises maintenant avant qu'elles ne se figent, évidemment. Absolument. Tout l'enjeu pour l'armée ukrainienne, c'est d'essayer de gagner le plus possible de terrain avant l'automne. La petite Rasputitsa avec ce mélange de boue, de glace et d'un peu de neige. Parce que à partir du moment où il y a la petite Rasputitsa qui s'installe, eh bien, les chars russes ne peuvent plus avancer. Pour Vladimir Poutine, bien, l'objectif est tout inverse. L'objectif, c'est surtout de figer les positions le plus vite possible, d'essayer de reculer le moins possible pour précisément essayer de se régénérer pendant cette période de gel. Donc, former, faire venir en urgence les dizaines de milliers d'hommes qui ont été réquisitionnés, si on peut parler comme ça, et puis réfléchir aussi peut-être à un nouveau dispositif. Sans quoi, il y a une vraie question qui se pose, et je sais que ça fait beaucoup de débats, c'est la question de l'emploi de l'arme nucléaire tactique de la part de la Russie. Pour le moment, la Russie dit, vous receviez ce matin l'ambassadeur de Russie en France qui disait, bon, pour l'instant, on va pas s'en servir parce que la situation ne le nécessite pas. Mais ça veut pas dire que la Russie l'exclut par principe. Ça veut dire que en cas d'extrême recul de l'armée russe, en cas de défaite, ce serait tellement insupportable pour Vladimir Poutine qu'il serait placé dans la situation de l'utiliser. Et à ce moment-là, on change complètement d'univers et alors, on va écouter, si vous le voulez bien, Alexei Meshkov, l'ambassadeur de Russie en France que vous venez d'évoquer. Il était mon invité ce matin sur la question de l'utilisation ou non d'armes nucléaires tactiques. Écoutez ce qu'il m'a répondu. Il n'y a que deux éléments qui permettraient de faire recours à l'arme nucléaire. Premièrement, c'est l'attaque avec l'utilisation des armes nucléaires contre la Russie ou ses alliés, ou l'attaque à l'arme conventionnelle, mais à condition que c'est l'existence même de notre État qui en est sous menace. Pour l'instant, il n'y a pas de raison d'utiliser des armes nucléaires tactiques. Voilà pour M. Meshkov, l'ambassadeur de Russie en France. C'est de nature à nous rassurer, Eric Revel. Pour l'instant, pas de raison d'utiliser l'arme tactique nucléaire. L'ambassadeur, ça ne me rassure pas, parce que dans les deux cas de figure, dans les deux hypothèses dans lesquelles la Russie utiliserait une arme nucléaire tactique, il y a le deuxième cas, si l'intégrité territoriale russe était mise en cause. Mais pardon, dès l'instant où ils ont annexé des territoires avec des référendums frelatés, ils peuvent considérer que les territoires annexés font partie du territoire russe. Donc si les Ukrainiens rentrent ou si d'autres armes sont tirées sur ces enclaves qui maintenant sont annexées, peut-être que Vladimir Poutine considérera que c'est une agression contre la Russie, justement. Et là, c'est un autre sujet. Paul Melun, on n'est pas rassuré, alors? Oui, alors je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette vision-là, parce que je pense que Vladimir Poutine, dans l'appréciation qu'il aura de l'usage ou non de l'arme nucléaire, va aussi réfléchir à un autre paramètre qui est quand même important aujourd'hui, qui est l'aspect moral de ce qu'il est en train de faire, eu égard la communauté internationale. Et je pense que on entend parler d'appel au cessez-le-feu de la part de l'Indien, M. Modi, le Premier ministre, de la part de Xi Jinping, de la part d'Erdogan, et je doute
très franchement, je peux me tromper, je doute de l'intérêt tactique, géopolitique, stratégique, même en termes de communication, que le Kremlin aurait à utiliser de telles armes, même sur du nucléaire tactique, à portée entre 50 et 500 km. Ça me paraît à tout le moins compliqué en termes, si vous voulez, d'image, sachant que le Kremlin est en train de changer totalement son discours et d'aller vers un discours politique qui va vers un clivage très important. C'est le grand enseignement d'ailleurs du conflit russo-ukrainien, un clivage entre le monde occidental qui est perçu, vu et décrit comme Vladimir Poutine comme au seuil de l'effondrement, et lui qui serait finalement le dernier rempart, etc., avec des pays non alignés et autres. Je pense que ça ne rentrerait pas, l'usage nucléaire, dans ce nouveau logiciel idéologique qu'il est en train de diffuser et qu'il a notamment diffusé lors de son discours à Moscou. Gilles William Goldnadel, sur cette menace nucléaire qui plane très toujours. Sincèrement, je crois qu'il est assez vain de réfléchir ou de disserter sur les éléments de langage purement propagandistes de M. Poutine, que ce soit l'usage de l'arme nucléaire, et ça fait partie évidemment du sorte de terrorisme verbal, mais qui a fait long feu, parce qu'il n'impressionne pas beaucoup maintenant les gens qui continuent d'armer les Ukrainiens, ou que ce soit même son anti-occidentalisme qui cherche à rameuter ce qui peut rameuter d'anti-occidental. Il y a du monde. Ce qui est important en vérité, ce qui est vraiment là où le contraste est saisissant, c'est son discours d'il y a à peine quelques jours, ponctué de hurrah, 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 et la situation maintenant sur le terrain, qui n'est même plus niée par le personnel militaire russe, et qui est même quelquefois critiquée par des gens comme Kadyrov et consorts. Là, on voit quand même le président tchétchène. Oui, le président tchétchène. Là, réellement, ça fait désordre. Et là, on a cette information qui vient de nous parvenir, cet important recul russe dans la région de Kherson, selon les cartes de l'armée russe. Donc effectivement, c'est ce que vous disiez. Même les Russes ne cachent pas qu'ils sont en train de reculer dans une région extrêmement stratégique, Louis Dragnel. Oui, mais justement, à la lumière de ce que vous venez de dire, et c'est par rapport à ce que disait Maître Goldnadel, moi je me pose quand même une question. Si, je sais pas, dans une semaine, dans un mois, dans 3 mois, l'Ukraine conquiert à nouveau l'intégrité de son territoire, si le président Zelensky se dit pourquoi ne pas récupérer la Crimée, si donc Vladimir Poutine, pour lui, en termes de politique intérieure et donc de crédibilité interne, ça va être très compliqué pour lui. Il n'a plus d'issue politique, il n'y a plus d'issue diplomatique, et donc moi, la question que je me pose par rapport à l'utilisation de l'arme nucléaire, est-ce que c'est pas à ce moment-là que Vladimir Poutine, face à tant d'humiliation, c'est pas d'humiliation personnelle, une situation dans laquelle il s'est mis tout seul, ne sera pas tenté de le faire dans la mesure où c'est une espèce de tentative de sauve qui peut. Personne ne connaît la réponse à ça, de l'intérêt d'un seul individu par rapport à l'intérêt de son pays. Personne ne connaît la réponse. Sans vouloir du tout comparer l'incomparable, même Hitler, enfermé dans ce bunker, a rencontré à la fin l'hostilité des généraux qui l'entouraient. Donc c'est pas si facile que ça d'appuyer sur un bouton à Moscou. Je suis d'accord avec vous. Mais on n'en sait rien. Mais ce que je dis simplement, c'est qu'on n'a jamais autant parlé de la possibilité de l'utilisation de cette arme qu'on pensait ranger dans les garages et dans les sous-marins, les souterrains blindés. Et là, Vladimir Poutine en parle ouvertement. Les dirigeants occidentaux lui répondent aussi avec les mêmes mots. Et du coup, en tout cas, c'est pas à exclure par principe. On fait une toute petite pause. Je vous passe la parole dans un instant, Paul Melun, sur la situation en Ukraine. Et puis, on parlera de sécurité. Nantes, la maire de Nantes est reçue en ce moment même par Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur. Le commissaire Vallée est avec nous. Plus de renforts de CRS et plus de caméras de vidéosurveillance aussi. Voilà ce que demande le ministre de l'Intérieur. A tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Europe 1. 18h, 19h. Punchline. Laurence Ferrari.